Je vous remercie de nous suivre sur Instagram, sur Indirect. Nous sommes dans un lieu un peu exceptionnel qui n'est pas forcément toujours ouvert au public. Nous sommes accueillis par Julien Doyen qui est responsable du site. Alors on est au centre de production horticole de la ville de Paris. C'est ça. C'est un site un petit peu exceptionnel, qui est assez vaste, ça, Julien va nous en parler, et qui produit l'essentiel des variétés qu'on trouve à Paris, qui sont plantées dans les espaces verts, les plus de 500 parcs de la ville, avec des moyens de production qui sont assez innovants, donc ça on y reviendra aussi. Et aujourd'hui on aborde la production de fleurs estivales qui sont en ce moment en train d'être à la fois produites et en même temps livrées aux espaces verts de la ville. Tout à fait. Bonjour Julien, merci de nous accueillir. Mais soyez les bienvenus. Merci. Alors le centre de production horticole, peu de personnes le connaissent, déjà parce qu'il n'est pas à Paris, Non. intramuros. Donc je disais que c'était l'endroit où on produisait la quasi-totalité de ce qu'on retrouve dans les espaces verts, au niveau arbres, arbustes, plantes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la production du centre horticole? Oui, alors, bon, c'est en gros 80% des végétaux plantés dans les espaces publics parisiens qui sont produits ici, dans un des différents sites du centre de production horticole. Alors évidemment, plus on est sur des plantes petites, plus elles sont produites en régie, et plus elles sont gros, c'est avec un cycle de production long, et plus on est obligé d'en acheter à l'extérieur. Mais là, donc sur la culture des plantes saisonnières, en ce moment les annuelles, qui sont en culture, c'est 100% des plantes saisonnières parisiennes qui sont produites ici, en régie, à Rungis, dans nos serres de production. C'est-à-dire que quand on se promène à Paris, on voit la grande richesse, la diversité des variétés. Si tout est produit ici, vous produisez à peu près combien d'espèces? Vous avez combien de variétés? Eh bien, cette année, au catalogue, on a plus de 600 variétés de plantes annuelles qui sont en culture. Et donc, on en fait, alors, pour les annuelles, à peu près 1 200 000 par an. D'accord. Et auquel on rajoute les plantes bisannuelles qui, elles, viendront à l'automne, hein, qui sont en fin de floraison en ce moment dans les jardins. Et on en fait un petit million de ces plantes bisannuelles. Un petit million, c'est quand même très impressionnant. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler déjà du site avant qu'on attaque le cycle de production? Quelle taille? Combien de personnes? Oui, bien sûr. Alors, donc le centre de production horticole, c'est 4 sites, mais ici vous êtes sur le site principal, le site de Rungis, qui fait 40 hectares et qui concentre l'essentiel des cultures et du personnel. On y emploie 110 personnes qui se consacrent, donc outre à la production de plantes saisonnières annuelles, bisannuelles, à des productions de vivaces, d'arbustes et d'arbres. Mais donc ils sont aussi complétés par 3 autres sites. Donc une réserve foncière dans le cimetière parisien de Thiers, où on fait des arbustes hors sol. La pépinière d'Achères, qui fait une trentaine d'hectares, où on fait là aussi des arbustes, mais en pleine terre, et des jeunes arbres en pleine terre. Une partie de ces jeunes arbres viendront en culture à Rungis, mais ça on vous expliquera ça une autre fois. Et on a le dernier site qui est la pépinière de Longchamp, qui est à côté de l'hippodrome de Longchamp dans le bois de Boulogne, où on fait principalement des plantes grimpantes en pot. Très bien. J'invite tout le monde à poser des questions au cours du live. On fera de notre mieux pour y répondre. Voilà. Alors s'il y a un problème de vidéo ou de son, je vous invite à nous le dire pour qu'on puisse améliorer, régler le problème. On va tout de suite aller voir. Donc vous nous aviez proposé de regarder comment on produisait ces fleurs, donc sur la production actuelle. Alors je vous invite à me suivre. Vous imaginez bien que pour produire, c'est à peu près 2 200 000 plantes, on ne peut pas les faire à la main, hein. Donc on a industrialisé le processus, même si ce n'est pas aussi industriel que certaines entreprises qui se sont ultra spécialisées et qui ne font qu'une dizaine de variétés de plantes. Nous, avec 600 variétés, on est obligé de rester très polyvalent, mais ça reste un système proche de l'industrie. Alors donc, ici, on est où? Alors ici, on est dans le hangar de travail du centre de production horticole et on est devant le semoir. Donc le plus souvent possible, on va essayer de partir de la graine. Donc on achète nos graines dans le privé et on va les semer dans ce genre de plaques. Donc c'est des plaques en plastique réutilisables qui ont une durée de vie d'une quinzaine d'années à peu près, qu'on réutilise. Donc on en met une pile dans cet appareil qu'on appelle un dépileur,
Quand l'appareil est en marche, donc une plaque passe ensuite ici, elle passe sur cette partie qu'on appelle une trémie, dans laquelle on va trouver le substrat. Donc ici c'est un substrat sans tourbe qui est spécialisé dans les semis. On a 14 substrats différents en fonction des types de culture. Donc la plaque, donc, elle passe sous cette machine et elle est remplie de substrat. Donc, vous voyez, ça donne ça quand ça sort, voilà. Les alvéoles ont été remplis. Une fois remplies, elles vont passer sous cette machine qui a un vibreur donc pour tasser le substrat et le balayer, c'est-à-dire enlever les excédents. Et donc, ça suit le cheminement du tapis roulant. La plaque arrive, une fois remplie, bien sûr, là elle n'est pas remplie, hein, c'est pour vous expliquer. Elle arrive en face de cette machine. Donc ici, dans cette goulotte, on va avoir déposé nos graines. Comme vous pouvez le voir, il y a différentes buses qui sont reliées à ce tuyau. Donc le principe, c'est qu'on va créer une dépression, une aspiration pneumatique, ce qui fait que les graines vont être placées en suspension au sommet de la buse. La buse se déplace et va aller se placer en face de tous ces petits tubes que vous pouvez voir qui sont ici et qui vont aller se placer juste en face des alvéoles de la plaque. De cette manière, eh ben, on coupe l'aspiration, la graine tombe par gravité et on a donc une graine et une seule qui est venue se déposer dans chacune de nos plaques. Donc forcément ça va très vite hein, et donc on est à peu près à 2500 plantes semées à l'heure. Ce qui est un rendement moyennement impressionnant pour des entreprises, mais en fait la machine va beaucoup plus vite que ça, mais comme on fait beaucoup de séries différentes, de graines assez différentes, on a beaucoup de temps d'interruption, c'est-à-dire pour retirer les graines de la goulotte et puis repartir. Donc en moyenne, ça fait ça, c'est 2500. Donc la graine va continuer son chemin. Selon les variétés, on va la recouvrir avec cette matière. C'est de la vermiculite. Donc en gros, c'est du sable qui a été expansé, c'est-à-dire qui a été chauffé et qui a fait comme du popcorn en fait, qui s'est allégé. Donc on va juste faire une toute petite pellicule pour les graines qui en ont besoin et qui va servir à recouvrir la graine parce que mécaniquement certaines ont besoin d'être recouvertes pour pouvoir germer. Donc une fois que cette opération est faite, les graines vont être placées dans des chambres de germination parce que selon les variétés, selon les espèces, les graines ont besoin de ce qu'on appelle lever leur dormance. C'est-à-dire que la plupart du temps, elles ont besoin de se rendre compte que l'hiver est passé avant que le printemps n'arrive et donc qu'elles peuvent germer. Nous, naturellement, on ne peut pas se permettre de les placer dehors et d'attendre que l'hiver arrive. Donc on les place dans des chambres de germination qui sont ici, qui sont soit des frigos, soit à l'inverse des espèces de fours, où le principe c'est d'aller leur donner les conditions qu'il faut. Parce que la plupart du temps, c'est des conditions de température, de froid, c'est-à-dire il leur faut un certain nombre de jours de froid pour pouvoir se dire « Ah bah ça y est, le printemps est arrivé et donc je démarre ». Mais d'autres qui sont plus tropicales, c'est l'inverse. Il leur faut un certain nombre de jours de chaud. Et donc les chambres sont réversibles. Elles peuvent aller de 4 degrés jusqu'à 35 degrés avec la possibilité de faire varier l'humidité relative, c'est-à-dire d'un climat très sec jusqu'à 100% d'hygrométrie, c'est-à-dire la forêt tropicale. D'accord. Donc, oui. Alors on a une question de quelqu'un qui nous demande est-ce qu'il y a un choix, est-ce qu'il y a des critères de choix pour les variétés de plantes qu'on cultive? Alors, en réalité, avec 600 variétés, il y a à peu près tout ce qui est possible. Hein. Mais en ce moment, ce qui est à la cote, c'est plutôt ça que je peux dire, ce sont surtout les plantes qui sont régionales, donc les annuelles qui sont régionales, les plantes qui sont mellifères ou d'une façon générale qui bénéficient aux insectes. Et on a toujours encore quand même le critère esthétique, c'est-à-dire des floraisons qui sont spectaculaires ou un feuillage ayant un attrait particulier. D'accord. Mais nous, l'idée ici, c'est pas de sélectionner particulièrement, c'est plutôt aux jardiniers de Paris de sélectionner et donc de choisir ce qu'ils veulent. Nous, on met un catalogue à disposition et ce sont les jardiniers de Paris qui, un an à l'avance, vont aller sélectionner les plantes qu'ils souhaitent que nous mettions en production pour leur massif. Donc c'est plutôt eux qui font cette sélection. D'accord. Bon. Alors, si je reprends le cycle de production, une fois que la graine a germé, dès qu'elle a percé hein, vraiment, il faut qu'on la sorte parce que dans les chambres de germination, elle est au noir. Et donc ici, on la sort ici pour qu'elle puisse bénéficier immédiatement de la lumière et de l'hygrométrie. Donc voilà, vous avez des exemples de les plantes. fameuses plaques. Voilà, des plaques qui ont germé et qui sont maintenant en culture.
On note que certaines ont de la vermiculite, d'autres non. Voilà, c'est comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas le ressentir, vous, mais nous, on le sent. Ici, il fait chaud, très humide. Humide, oui. On est dans ce qu'on appelle la nurserie. C'est-à-dire qu'au démarrage, les plantes, pour bien se comporter, pour bien croître, elles ont besoin de ces conditions-là, c'est-à-dire de la chaleur et de l'humidité. Tout simplement parce que c'est ça qui permet de faire fonctionner leur cycle biologique. Et donc, on leur donne ce qu'il leur faut au démarrage. Sauf que ce n'est pas ces conditions-là qu'elles vont retrouver toute leur vie dans les parcs et jardins. Donc, on va les laisser à peu près 3 semaines dans ce compartiment, très chaud, très humide. Et au bout de 3 semaines, on va aller les déplacer pour aller les placer dans le compartiment d'à côté, qui est toujours assez chaud, mais qui a déjà une hygrométrie un peu réduite et qui n'a pas de système d'éclairage, parce que je l'ai oublié de vous le dire, mais juste en haut, vous avez un système d'éclairage qui, en hiver, permet d'allonger artificiellement la durée du jour et donc allonger le temps de photosynthèse. Donc, on commence à les préparer, on les met dans ce deuxième compartiment. Et au bout de quelques semaines, on va aller les placer dans un autre compartiment d'attente en attendant le repiquage. Comme vous pouvez le voir, en fait, quand on dit qu'on les déplace, c'est-à-dire qu'on ne prend pas la plaque pour aller la porter. C'est la tablette mobile dans laquelle il se trouve qui se déplace entièrement. Parce qu'ici, pour l'ergonomie du travail et limiter la pénibilité, on a essayé d'automatiser le plus possible. Donc c'est pour ça qu'on a ces cheminements de rails, vous voyez, qui se poursuivent d'une serre à l'autre. Tout est pneumatique, c'est-à-dire que voilà, c'est commandé. Et on a même cet appareil là qui est juste de l'autre côté. Alors, vous voyez, c'est un gros appareil rouge qui permet, c'est en gros un gros grappin, littéralement, qui permet de se dire que voilà, on va aller chercher la tablette qui est tout au fond sans avoir à tout sortir, et donc il va aller la chercher, la ramener sur le devant. Voilà, c'est ça le principe. Pour les conditions de travail des personnes qui travaillent. Enfin, voilà, oui, parce que la production horticole, c'est des gestes techniques, mais c'est aussi beaucoup de logistique et de déplacement. Et donc, on essaye le plus possible de réduire ces effets logistiques pour éviter les troubles musculo-squelettiques, les TMS de nos agents. Bien sûr. Ça s'est beaucoup modernisé dans la production horticole ces 20 dernières années. Parce qu'avant, c'est vrai que c'était un métier très, très difficile. Ça l'est toujours sur certains aspects du travail, mais on a beaucoup amélioré les choses grâce à la mécanisation. On voit d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, juste avant de commencer le live, qu'effectivement, vous étiez connu pour être une structure qui innove dans son domaine. Tant au niveau des techniques que vous utilisez pour la production de plantes. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'on est dans une des plus grandes serres bioclimatiques d'Europe? Alors oui, pas dans ce compartiment-ci, mais oui, on se donne aussi comme mission, non seulement de produire des plantes pour les Parisiens, mais aussi de devenir une espèce de laboratoire de l'innovation. Et donc, on a été les premiers à installer un système bioclimatique, c'est-à-dire un système de récupération de l'énergie pendant la journée, pour le restituer la nuit, parce que on le connaît tous, l'effet de serre, c'est ça. Dès qu'il y a un peu de soleil, la chaleur s'accumule dans la serre, mais dès que le soleil se couche le soir, tout de suite la température tombe. Donc par un système relativement simple avec des bidons et d'eau salée, on va réussir à accumuler un peu d'énergie dans la serre et la restituer le soir. Donc c'est des systèmes qui sont économes en énergie. Et donc c'est les deux aspects qui nous intéressent, c'est l'innovation dans l'ergonomie du travail et surtout même, je dirais, aussi dans le domaine de l'environnement. Donc on a été à la pointe en étant les premiers à être en zéro phyto. Alors, même si maintenant ça paraît évident, il y a 7-8 ans quand on s'est lancé, c'était tout un défi. Et puis, on a aussi beaucoup travaillé sur toutes les méthodes alternatives, de nouvelles plantes, de réduction de l'énergie, de gestion de l'enherbement dans les carrés sans utiliser de traitement. Enfin, tout ça a été très compliqué. J'ai vu aussi que vous remplaciez, vous aviez, quand c'était possible, tendance à remplacer tout ce qui était motorisation diesel par de l'électrique. Ah oui, alors ça maintenant, j'en parle même plus parce que c'est presque déjà acquis pour nous. Mais oui, effectivement, on va dire qu'à 70% on a terminé, c'est-à-dire qu'on a remplacé toutes les motorisations thermiques sont maintenant remplacées par des motorisations électriques. D'une façon générale, on essaye même d'être un peu producteur de notre énergie, c'est-à-dire que le système de chauffage de ces serres
qui avant était en 100% chauffage gaz et maintenant assuré à 40% par une géothermie de basse profondeur, auquel on a couplé une cogénération qui produit de l'électricité pour alimenter les pompes à chaleur de notre géothermie. Alors, on a encore une part importante de notre chauffage qui est liée avec des chaudières au gaz, mais c'est uniquement parce que dans les serres, même si on a essayé d'isoler le plus possible ces parois, quand il fait moins 15 dehors et qu'on doit maintenir une température de 15 degrés à l'intérieur, ça fait un différentiel de température très important. Et donc on a besoin d'une puissance d'appel très forte. Et donc en fait l'essentiel de notre consommation se fait on va dire, allez, en 5 jours dans l'année, les jours de vrai froid. Et là, c'est là que c'est compliqué. D'accord. Là, on voit... Alors, si donc on reprend notre cycle de culture, comme je disais, après à peu près 6 semaines après avoir été semées, donc les plantes ont besoin d'être repiquées. Donc là, on est vraiment sur des plantes qui maintenant ont atteint leur stade. Vous voyez, elles commencent un peu à manquer de place dans leur petite alvéole. Donc le temps est venu de les passer dans des plaques plus grandes, qui seront les plaques de culture définitive, qui sont les plaques noires que vous pouvez voir à côté. Donc elles arrivent, celles-ci, elles arrivent par le système arrivent que vous avez directement, montré voilà, tout à l'heure, elles arrivent du compartiment dans lequel on se trouvait et par le système de rail que je vous ai montré tout à l'heure. Donc l'opération, voilà, elle peut se faire de deux manières. C'est soit à la main, comme là on a une opératrice qui est en train de le faire, qui vous montre voilà, le repiquage à la main, donc c'est le transfert. Ou alors on a un robot de repiquage qu'on ne peut utiliser cependant que dans 2 cas. Quand on a des grandes séries, d'abord, parce que sinon le temps de régler le robot, si on n'a que 100 plantes à faire, ben, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'on va plus vite à la main. Et surtout quand on est sur des plantes qui ont un taux de germination au minimum de 80%. Parce que vous l'avez vu dans les plaques blanches, toutes les plantes ne vont pas germer. C'est normal, c'est un élément naturel. Et donc le robot, lui, n'est pas assez intelligent pour savoir s'il repique une plante vivante ou une plante morte. Donc on a besoin qu'un opérateur vienne compléter quand le robot a fini de repiquer. Et donc quand c'est au-delà de 80%, ben, en fait c'est trop long de compléter et il vaut mieux repiquer à la main. Donc ça c'est l'élément principal. Alors je vois que là-bas on a un système d'irrigation. Alors oui, là, vous pouvez voir, donc une fois qu'on a fini notre repiquage, eh ben, on va pouvoir produire nos plantes pendant encore 2 mois. Donc pendant ces 2 mois, le principal point pour les plantes saisonnières, c'est de bien veiller à l'arrosage. Donc l'arrosage, il est effectué par ce système de chariot. Vous voyez, c'est un chariot qui se déplace, qui va arroser ce qu'on appelle nous une travée, c'est-à-dire l'équivalent de 2 rangées de tablettes d'un seul coup. Donc c'est un système qui est à la fois automatique et en même temps commandé manuellement. C'est-à-dire que c'est un opérateur qui décide de lancer l'arrosage. Et c'est lié, vous voyez, à la grande diversité des plantes qu'on peut avoir. Si on avait une seule et même variété sur toute une travée, eh ben, on pourrait se permettre d'automatiser le système. Là, on a au moins une dizaine de variétés de plantes différentes qui ont des besoins en eau qui sont différents. Donc c'est un opérateur qui va lancer ça, qui va lancer un arrosage de fond, c'est-à-dire l'arrosage minimum dont tout le monde a besoin, et qui va aller faire un complément sur certaines variétés qui en ont besoin de plus ou de beaucoup plus au jet, comme on a vu, ou même qui va relancer un passage du chariot uniquement sur une partie. En fait, c'est l'opérateur qui va moduler, littéralement. Et c'est là tout le savoir-faire du jardinier, parce que l'arrosage, qui paraît être un geste anodin, est un des gestes les plus techniques qui soient en réalité. Parce que la plante risque bien plus de mourir d'un excès d'eau que d'un manque d'eau. Donc il faut surtout bien veiller à ça. En ce qui concerne l'engrais, parce que je suis sûr que la question va arriver, en fait l'engrais il n'est pas apporté par ce système d'arrosage, il est déjà incorporé dans notre substrat. Et vous voyez, c'est sous la forme de ces petites billes. Vous voyez, on a ces petites billes qui se trouvent dans le substrat, c'est ça qui constitue notre engrais. Donc on le disperse un petit peu partout. Elles ont des couleurs différentes. Elles ont des couleurs différentes, en fait ça dépend de leur durée. C'est-à-dire qu'on a des engrais qu'on appelle l'engrais starter, qui va servir dans les 15 premiers jours après le repiquage de la plante, qui va se libérer très rapidement. Et après on a des engrais de fond qui vont durer 3-4 mois. Et quand on est en pépinière sur des cultures d'arbustes, c'est plutôt du 8-12 mois. Donc on est sur... Donc les couleurs servent un peu à les identifier.
qui est impressionnant, c'est que tout est optimisé. Alors tout est optimisé, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur un calendrier de production qui est connu à l'avance. Comme je le disais tout à l'heure, les jardiniers de Paris nous commandent les plantes un an à l'avance. Et ils choisissent un an à l'avance la livraison, enfin la date de livraison auquel ils vont vouloir leurs plantes. Et nous, notre travail, c'est de leur livrer toujours des plantes à peu près au même stade, c'est-à-dire juste avant qu'elles ne fleurissent. Parce que l'idée, c'est pas qu'elles fleurissent ici à Rungis, mais bien dans les parcs et jardins. Donc, comme les livraisons pour nous s'étalent sur à peu près 1 mois et demi, donc l'équivalent d'à peu près 6 semaines, et ben on fait 3 séries de plantes. C'est-à-dire la même variété de plantes peut être produite 3 fois, avec 15 jours d'intervalle à chaque fois, pour pouvoir toujours livrer des plantes à peu près au même stade, c'est-à-dire juste avant leur floraison. Donc du coup, on est obligé de faire des gros rétro-planning en disant bon, bah, on sait à peu près voilà, qu'il faut X semaines entre le semis et le moment de la livraison. Et donc voilà, on fait des rétro-planning et c'est tout ça qui compte. Donc effectivement, tout doit être maîtrisé, l'arrosage, l'engrais, pour arriver à bien tomber sur notre tête. Est-ce que vous êtes très tributaire des conditions climatiques extérieures? Alors, en serre, non. En serre, non, parce qu'on est vraiment sur le principe de la serre, c'est vraiment de contrôler l'environnement dans lequel la plante va se trouver. Ce qui peut nous gêner le plus, c'est quand on a vraiment des printemps très sombres, enfin pluvieux, mais en fait, c'est pas la pluie qui nous gêne, mais vraiment la couverture nuageuse, parce que le moteur, c'est quand même le soleil, quoi. Donc quand on n'a pas de soleil, eh ben, forcément, ça pose problème. Sinon, pour le reste, la chaleur, l'arrosage et l'engrais, tout est à portée. Donc il n'y a vraiment que ça qui peut jouer. Et pour un manque de soleil, vous avez un système d'éclairage? Alors, on en a, mais uniquement pour les tout premiers stades de végétation de la plante. Quand on a un manque de soleil, bon, d'abord c'est relativement rare, et bon, ça peut nous arriver d'être obligé de moduler, de dire bon ben voilà, notre première série n'est pas prête tout de suite, et ben on va livrer un petit peu plus tard. Bon, honnêtement, c'est assez rare parce que comme on prend la première série, on prend un peu de marge. C'est-à-dire qu'elle a un peu plus de temps que nécessaire pour se développer. En général, elle est prête à la livraison. Bon, malgré tout, sur 600 variétés, tous les ans, il y a toujours quelques couacs. Il ne faut pas dire que tout marche bien. Hein. Des serres comme celles qu'on est en train de visiter, il y en a combien? Alors au total, il y a 11 serres. Là, donc, c'est celle qui se trouve juste à côté du hangar. C'est pour ça qu'on s'y trouve. Mais on va vous emmener dans la serre d'à côté, qui est une autre serre de culture. C'est-à-dire c'est une des serres où on trouve les plantes qui, à ce stade, sont prêtes à la vente. Parce que... Elles sont plus grandes que dans cette serre-ci? Alors, elles sont plus grandes. Dans cette serre-ci, vous avez des plantes hétérogènes dans cette serre-là. Bonjour Ali. Mais là, donc, vous êtes dans des plantes dans une serre où vous avez des plantes qui ont été repiquées il y a un peu plus d'1 mois maintenant. Et qui donc, pour une grande partie d'entre elles, sont prêtes à être vendues. Et donc on est justement en train de préparer les commandes. Donc vous voyez, c'est très très hétérogène, hein. Il y a beaucoup de variétés. Couleurs, hein. C'est magnifique. Il y a toutes les couleurs. Et donc la livraison, elle se fait voilà, comme ça. C'est-à-dire que notre unité de vente, ce sont des plaques. Donc bon, là c'est pour l'exemple. Hein. Donc ce sont des plaques qui sont donc envoyées dans ce système de caisses. Voilà. Des caisses qui sont empilables. On va constituer des palettes complètes de ces caisses qui vont être expédiées dans Paris. C'est une grosse logistique parce qu'on a à peu près 6 ou 7 camions par jour qui partent vers Paris. Alors ce n'est pas des semi-remorques, c'est des moitiés de semi-remorques. Mais la grosse identification, c'est que chaque caisse sait déjà dans quel massif, je n'ai pas dit dans quel jardin, mais dans quel massif elle va être plantée. C'est-à-dire que quand on nous passe nos commandes 1 an à l'avance, c'est au massif. Et donc, quand on livre, nous, c'est une palette pour le massif à l'entrée à droite de tel jardin parisien. Et comme il y a à peu près 500 jardins parisiens et que pour les plus grands, il y a des fois une trentaine, voire une quarantaine de massifs, nous, ça nous fait à peu près une 40 000 clients, entre guillemets, enfin les clients c'est étant un massif, donc 40 000 occurrences à gérer. Donc autant vous dire qu'on a intérêt à avoir un bon système d'étiquetage et de traçabilité pour ne pas se paumer. Hein, c'est-à-dire qu'en dehors des jardiniers qui travaillent directement sur le terrain, dans les serres ou à la pépinière,
il y a quand même des gens qui travaillent sur la planification, Pas tant que une ça, en base fait. de données. Ah oui. En fait, sur la on est en mode production, projet là. Hein. sur la production de saisonnière, en fait, en tant que jardinier, il y a 35 jardiniers et ils ont donc 3 chefs d'équipe et un chef d'exploitation. Et c'est ce chef d'exploitation et les 3 chefs d'équipe qui se chargent de tout ça. Heureusement, on est bien aidé par un système informatique assez performant parce que nos collègues dans Paris, quand ils passent leurs commandes, ils le font avec un système informatisé sur Internet, une espèce d'Amazon, Amazon Ville de Paris, à usage uniquement interne, qui du coup est déjà identifié par client. Donc en gros, nos collègues, ils vont aller saisir massif par massif les plantes qu'ils veulent. Donc on n'a pas à les ressaisir déjà. Et ensuite, deuxième point, notre système informatisé ici, de génération de la production, lui, il va fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que de A jusqu'à Z, on va garder la traçabilité. Ce qui est important, c'est le système d'étiquetage. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, chaque plaque a une étiquette qui indique le nom de la plante et on a dans la base de données la quantité qu'il faut pour chaque massif et donc après les jardiniers reçoivent leur série, leur bon de livraison à préparer avec déjà des séries d'étiquettes avec l'expédition, etc. Donc bon, c'est pas simple mais on a des outils pour y arriver. Très bien. Voilà. Écoutez, c'est parfait. Pour les arbres, j'imagine que le système de production est très très différent. On y reviendra peut-être. Alors bien sûr, on y reviendra. Je pense que d'ailleurs il faudra que vous reveniez parce que là vous avez vu à peine 10% du centre de production horticole. Mais autant sur les plantes saisonnières, on est sur une production à la commande, c'est-à-dire qu'on produit ce que nos collègues ont demandé. Sur les arbres, les vivaces et les arbustes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est nous qui produisons et quand la plante est bonne à livrer, on les met en ligne sur un disponible et nos collègues vont les piocher dans ce qui a déjà été produit. En fait, ça ne serait pas possible de leur demander d'anticiper 7 ans en avance leurs besoins, donc c'est trop compliqué. On est au-delà d'une mandature. Bien sûr. Voilà. Écoutez Julien, merci beaucoup pour ces explications qui sont très claires. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous invite, si vous avez rejoint ce live en cours et que vous avez raté le début, à revoir la diffusion qui sera faite cet après-midi. On le mettra sur la chaîne YouTube de la ville. Vous allez sur YouTube, vous cherchez Paris Nature et vous trouvez la chaîne avec toutes les vidéos que nous faisons. Donc à l'occasion d'un autre live, on aura peut-être une présentation de la pépinière. Oui, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Et puis on va vous laisser travailler et livrer. Là, il n'y a pas de camion, il y avait un camion il y a quelques minutes qui chargeait. Oui, là, le chargement est terminé. Donc, et vous en avez beaucoup des camions dans la journée qui passent comme ça? Alors aujourd'hui, ça doit être 7. C'est impressionnant, c'est très impressionnant. Ah, j'ai peut-être une dernière question. Oui. Pour l'étiquette en plastique, vous êtes où? Ah, alors est-ce que... Alors pour l'instant, c'est des étiquettes qui sont en plastique. On n'a pas encore trouvé d'alternative au plastique sur cette partie-là, même si on y travaille très largement. Mais bon, pour l'instant, avec les conditions d'hygrométrie, etc., c'est très difficile de trouver une autre matière. Que du bois, ça s'abîmerait très Alors rapidement. le bois, en fait, le problème, c'est qu'il faut pouvoir l'imprimer, etc. Et donc, ça va faire seulement 3-4 ans qu'on commence à sérieusement s'intéresser à cette question du plastique. Déjà ici, l'avantage, c'est qu'on n'est que sur des choses qui sont réutilisables. Aussi bien les plaques que les caisses, tout cela est réutilisé un nombre de fois important. Généralement, c'est une dizaine d'années de durée de vie. Et effectivement, les étiquettes, pour l'instant, sont la dernière partie jetable de notre processus. Très bien. Merci beaucoup, Julien. Merci, à bientôt. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Au revoir à tous.